Merci beaucoup, Odile Leperverrier. Je crois que cette échappée sur l'Union européenne prend tout son sens, justement, comme tu l'as rappelé, par rapport au vote de cet article 38 de la loi ESSOC qui a annulé la nécessité pour les associations cultuelles de s'inscrire comme association d'influence, et elle nous permet aussi de comprendre comment il ne s'agit pas d'être sur une position uniquement défensive en matière de laïcité, mais comment nous devons absolument faire l'effort de faire comprendre pourquoi la laïcité française est un système de liberté que beaucoup pourraient partager avec nous. Je salue l'arrivée de David Assouline du groupe PS du Sénat, qui donc qui devait prendre la parole le dernier, mais comme vous le savez, cette journée est un petit peu compliquée, donc on va modifier les choses. Valérie Pécresse va intervenir à présent, puis David Assouline, et c'est Lauriane Rossi, qui est questeur de l'Assemblée dans le groupe majoritaire de l'Assemblée, qui ne le sait pas encore, mais qui interviendra la dernière, donc, puisqu'elle n'est pas encore arrivée. Madame Pécresse, donc présidente de la région Île-de-France, que je remercie d'abord énormément d'avoir accepté d'être parmi nous. Deuxièmement, d'être arrivé jusqu'ici aujourd'hui en franchissant des barrages, en faisant des détours. Voilà. Et donc, Madame Pécresse devrait ou pourrait nous parler de la laïcité au prisme des Républicains, mais elle pourrait aussi nous parler de la laïcité de son point de vue de femme présidente de la région, appartenant donc à l'opposition de la droite républicaine. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai vu dans votre programme que vous me demandiez de parler de la laïcité au nom des Républicains. Alors, je suis désolée de vous dire que je ne peux juste pas faire ça. Parce que d'abord, je ne serai pas du tout légitime pour le faire dès lors que je ne suis pas mandatée, et surtout dès lors que j'ai une ligne qui n'est pas la ligne majoritaire de ma propre famille politique. Donc, moi, je voudrais vous parler en tant que femme libre, mais je pense que ça vous ira aussi. Femme libre, mais femme de droite, bien évidemment, et membre, effectivement, du Parti des Républicains, mais avec, j'allais dire, la bouteille, l'expérience, l'épaisseur humaine qui fait que je pense avoir une vision tout à fait personnelle de la question de la laïcité. En réalité, cette question de la laïcité n'était pas au cœur de mon engagement au départ politique, ni même de ma formation. Moi, j'ai toujours été totalement transparente sur ce que je suis et d'où je viens, parce que et notre collègue qui parlait du Parlement européen l'a dit. Je crois que le sujet, c'est surtout la transparence. Parce qu'en réalité, le lobbyiste, le vrai lobbyiste, c'est celui qui avance caché, celui qui avance masqué. On est tous finalement, quelque part, des lobbyistes. On est tous là pour défendre un certain nombre de convictions, pour amener un certain nombre de sujets sur la table, pour en faire des priorités politiques. Donc ce mot lobbyiste est un mot compliqué, c'est un mot à double sens. Alors évidemment, ceux qui sont lobbyistes pour des causes, et puis il y a ceux qui sont lobbyistes pour de l'argent, il y a ceux qui sont lobbyistes pour il y a plein de lobbyistes. Mais je pense qu'une des choses qui diminue ce phénomène de lobby, ou en tout cas qui le neutralise en partie, parce qu'on sait à qui on a affaire, c'est la transparence. Donc il faut savoir à qui on a affaire. Donc je vous le dis, une femme de droite, une femme élevée chez les Bonnes Sœurs et chez les Jésuites, une femme à qui, quand on pose la question de savoir si elle a une religion, on dit oui, j'ai une religion, mais enfin en même temps ça ne regarde que moi. Mais le sujet n'est pas celui-là pour moi. Le sujet aujourd'hui, c'est en quoi la laïcité s'est imposée comme un concept extrêmement fort, voire même fédérateur, de la cohésion dans ma région, mais même aujourd'hui dans notre pays. Et en quoi aujourd'hui, je pense que cette laïcité à la française, qui est un concept, comme ça a été d'ailleurs très bien dit, très français, qui n'est pas toujours très facile à exporter, on doit en être non seulement fier, mais on doit travailler dessus pour le rendre vraiment solide, en faire un principe vraiment de co-construction qui traverse les frontières des partis politiques et qui devient quelque chose d'extrêmement une pierre angulaire de notre pacte républicain. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je me suis, j'allais dire, convertie à la laïcité, si vous me permettez cette expression un peu iconoclaste. Eh bien, tout simplement parce que moi, je ne conçois pas la laïcité comme une négation des religions. Mais je conçois la laïcité comme un ciment qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, d'être qui il est,
et de se retrouver dans un pacte républicain qui nous rassemble. Et je résume ça d'une seule formule que j'utilise devant chacun de mes interlocuteurs de la même façon. Et c'est ça qui est important, de la même façon. Ma formule, c'est « la loi est au-dessus de la foi ». Alors cette formule « la loi est au-dessus de la foi » est une formule très difficile à accepter pour les personnes qui ont une religion. Et pour la bonne et simple raison que la religion étant du domaine de la transcendance, de la croyance, de l'espérance, renvoyant à des... j'allais dire à un univers qui n'est pas l'univers séculier, mais qui est un univers de foi. L'idée que la loi est au-dessus de la foi, ça choque. Ça choque les catholiques, ça choque les musulmans, ça choque les juifs. Ils aimeraient mieux que je leur... Alors quand on débat, ils me disent « Mais non, Madame Pécresse, vous avez tort, la foi est à côté de la loi. » Je dis « Non. Quand on dit c'est à côté, on n'est pas clair. On n'est pas clair. » Alors après ils me disent « Non, mais la foi est d'un autre ordre que la loi. » Oui, c'est vrai, elle est d'un autre ordre. Elle est d'un autre ordre, mais cela dit, les religions donnent des préceptes et donne aussi des lignes directrices. Or, le sujet, si on veut tous vivre ensemble aujourd'hui, c'est d'admettre que, quelles que soient les lignes directrices que les religions donnent à nos concitoyens, ces lignes directrices, elles doivent s'effacer face à la règle que nous avons votée, que nous avons définie ensemble, dans le cadre d'institutions politiques, qui s'appellent le Parlement, qui s'appelle donc la loi de la République, et que cette loi, elle s'impose. Exemple classique, l'avortement, il y a une loi, il y a des religions pour lesquelles avorter est un crime, c'est le droit des personnes de considérer que c'est une atteinte à la vie, mais la loi s'impose, et la loi c'est le droit à l'interruption volontaire de grossesse, et c'est un droit des femmes. Moi j'ai voté l'avortement comme droit fondamental, ça a choqué un certain nombre de personnes qui m'ont dit ça n'est pas un droit, c'est une tolérance, c'est dépénalisé. J'ai dit oui, non. Le juge l'a jugé, moi j'étais juge au Conseil d'État, l'a jugé, la jurisprudence est claire. Un père, par exemple, ne peut pas forcer une femme à porter son bébé. Et le Conseil d'État a dit dans ses arrêts que l'avortement, en interprétant la loi de 1975, est un droit de la femme. Donc c'est la jurisprudence française, et c'est notre interprétation de la loi 75, et c'est donc un droit. Donc je l'ai dit, je l'ai voté, j'ai mis en cohérence mes votes avec mes croyances et mes convictions. Mais cela dit, donc ça c'est sur l'avortement. Pareil, on va prendre le mariage des couples de même sexe. J'allais dire même peine, même punition. Un certain nombre de religions considèrent qu'il ne faut pas marier les couples de même sexe. La loi le dit, on le fait. Je veux dire, c'est la loi. Voilà, on est respectueux de la loi républicaine, on est des républicains d'abord, avant d'avoir une religion. Alors, c'est une phrase qui choque, mais c'est une phrase qui me permet de parler à chacun de mes compatriotes, et notamment dans ma région, à chacun de mes administrés, en leur tenant le même discours. Parce que les Français, alors est-ce que c'est les Français, est-ce que c'est tous les peuples, aiment avoir des règles claires, et ils aiment surtout qu'il n'y ait pas de passe-droit et qu'il n'y ait pas des règles différentes selon qui on est. Et le sujet, en France, a quand même été toujours un petit peu celui-là. La vérité, c'est que la laïcité s'est construite d'abord contre le catholicisme, religion dominante. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui va choquer. Vous n'êtes pas obligé de le tweeter, mais aujourd'hui, je considère qu'il doit y avoir plus de pratiquants musulmans dans ma région que de pratiquants catholiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de franciliens qui se disent catholiques, parce qu'il y a culturellement, de tradition, etc. Mais aujourd'hui, on le voit bien, la religion qui a la vitalité la plus forte, la natalité la plus forte aussi, et la religion musulmane. Et aujourd'hui, vous avez des églises plutôt vides et des mosquées plutôt pleines en Île-de-France. Donc aujourd'hui, je pense que les rapports de force entre les religions et la vitalité religieuse sont un peu différents. Alors vous avez un renouveau catholique aussi qui s'exprime, mais qui est quand même très minoritaire. En revanche, si on prend la religion juive, par exemple, on a vécu malheureusement avec la recrudescence des actes antisémites qui ont frappé l'Île-de-France, mais la France d'une manière générale, et puis le risque terroriste, vous avez eu un départ d'un certain nombre de membres de Français de confession juive, donc vous avez aussi un risque d'avoir eu un appauvrissement de la diversité religieuse en Île-de-France qui, de mon point de vue, serait vraiment
une faute. Donc moi, ce que je veux, c'est maintenir cette diversité religieuse, la maintenir, mais avec des règles claires. Et quand je vois certains sondages, j'ai vu effectivement des mouvements catholiques qui contestaient la loi de la République, mais j'ai vu aussi un sondage terrible que m'a apporté Hakim El-Karoui quand il a écrit son livre, qui portait sur les jeunes musulmans de France, les jeunes Français musulmans, qui disait, donc les moins de 25 ans, je crois, 45% d'entre eux à la question « est-ce que la charia est plus importante, est au-dessus de la loi de la République ?» ils répondaient oui. Donc la vérité, c'est qu'on a aujourd'hui besoin d'un discours qui s'adresse qui s'adresse à toutes les religions et qui s'adresse aussi à tous les Français, ceux qui croient pas, et qui soit le même, et qui soit ce discours autour de la loi de la République. À partir du moment où la loi de la République dit quelque chose, il faut la respecter, et il faut qu'on s'inscrive tous dedans. Donc ça, c'est le premier principe qui me guide. Le deuxième principe, c'est que dans les financements de la région, puisque la région finance énormément de mouvements et énormément d'associations, compte tenu du contexte, nous avons fait une charte de la laïcité. Nous avons fait une charte de la laïcité, et dans cette charte de la laïcité, nous avons dit très clairement les choses. Pas de signature de la charte de la laïcité, pas de subvention. Voilà. Et si vous violez la charte de la laïcité, on vous retire la subvention. Alors ça me protège un peu de tout, ça me protège à plusieurs titres. D'abord, ça me protège... Qu'est-ce qu'on demande dans cette charte? Pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme dans le cadre de l'activité qui est subventionnée par la région. Et c'est très important, parce que, si vous voulez, c'est la tradition. Nous avons des personnes qui font le bien, qui font des activités caritatives, qui ont des activités sociales, des activités sportives, des activités éducatives, et qui ont une religion. Le Secours catholique. Bon, alors, vous allez me dire, il y a la laïcité, puis il y a aussi les partis politiques. Vous avez aussi des associations caritatives qui sont clairement ancrées en lien avec un certain nombre de partis politiques. C'est historique. Donc, moi, je fais le précepte du général de Gaulle pendant la Résistance, si vous voulez. Je ne demande pas à celui qui fait le bien sa carte de parti, sa carte d'identité, sa couleur de peau, ni sa religion. Je considère qu'il fait le bien. À partir du moment où il fait le bien, il a le droit d'être subventionné par la région Île-de-France. Maintenant, il fait le bien, mais il ne faut pas qu'en le faisant, il en profite pour essayer d'endoctriner. Et donc cette charte de la laïcité qu'on a fait signer, elle est là pour nous protéger, et pour protéger les personnes qui vont se retrouver coachées par ces associations ou prises en charge par ces associations. Alors pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce que d'abord, évidemment, c'était un contexte très particulier, c'était le contexte de la prévention de la radicalisation, et on s'était aperçu qu'on avait des signaux d'alarme qui étaient venus de l'inspection de la jeunesse et des sports sur du travail de radicalisation dans les clubs sportifs. Et la région Île-de-France finance énormément les clubs sportifs, et il y avait un certain nombre de personnes qui infiltraient les clubs sportifs. Alors, c'était pas tellement les bénévoles des clubs sportifs eux-mêmes ou les animateurs des clubs sportifs, c'était plutôt des membres des clubs qui essayaient d'infiltrer. Et puis de l'autre côté, je ne voulais pas, étant donné mon identité connue de tous ici, que je viens de vous rappeler, qui était que je venais de la religion catholique, je ne voulais pas non plus, compte tenu de tous les mouvements auxquels avaient donné lieu, les affrontements auxquels avait donné lieu le mariage pour tous, je ne voulais pas non plus pouvoir être accusé de privilégier des associations catholiques qui auraient été prosélytes de leur côté. Donc voilà, donc je voulais faire la même règle pour tous. Et je pense que ce qui est vraiment la force du concept de laïcité, et après peut-être que vous avez beaucoup de questions à me poser, donc je vais vous laisser, mais ce qui est la force du concept de la laïcité, c'est de pouvoir parler le même langage à tous nos compatriotes et de leur dire quelque chose de très simple qu'ils peuvent comprendre. C'est que vraiment, nous avons tous le droit de croire ou de ne pas croire. Et moi, ma laïcité n'est pas contre les religions. C'est pas une laïcité qui va expliquer à des gens qui croient qu'ils ne doivent pas croire. Voilà. Je ne le ferai jamais parce que c'est du domaine de l'intime pour moi. C'est du domaine de l'intime, la religion. Ou la non-religion, ou les croyances philosophiques. Donc, et je voudrais que nous, les hommes et les femmes politiques, nous gardions un peu de distance par rapport à l'intime. Je trouve qu'on a un tout petit peu trop, par le passé, été, j'allais dire, expliqué aux Français
ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient faire, y compris dans leur intimité. Donc moi, je respecte ce droit à l'intime. Je suis plutôt une libérale, en tout cas, peut-être pas ultra-libérale en économie, mais une libérale au sens liberté publique. Je pense que l'intime, c'est l'intime. Mais en revanche, je crois à la Déclaration des droits de l'homme. Je crois que la liberté de nos compatriotes s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. Et aussi qu'elle s'exerce tant qu'elle ne vient pas empiéter sur la liberté d'autrui. Et donc, je suis très, très vigilante là-dessus. Et je pense que la laïcité est un concept extrêmement fort, que j'ai découvert moi-même, c'est un chemin, que j'ai découvert moi-même, qui n'est pas un concept agressif, qui est au contraire un concept de pacification, si on l'utilise à bon escient, si on n'en fait pas une forme d'arme de guerre, mais quand même un outil extrêmement puissant de cohésion nationale. Merci beaucoup, Madame, de ces mots qui, comme vous l'imaginez, nous vont droit au cœur. Et en particulier d'avoir fait ce lien qui n'est pas fait si souvent et d'une manière assez originale entre la question de la laïcité et la question de l'intime et de la transparence. C'est vrai que la laïcité est aussi un outil de cette séparation entre le public et le privé, que l'ensemble des réseaux sociaux et l'ensemble des outils et l'ensemble de l'orientation générale de la vie sociale aujourd'hui tendent à faire disparaître. Et peut-être qu'effectivement, on pourrait réinvestir la question laïque avec cet argument-là aussi. Je vais me permettre de vous poser une première question. Vous nous avez donc bien entendu indiqué que vous parliez en votre nom propre et pas au nom du groupe Les Républicains. Vous avez une parole laïque, vous avez une parole laïque de croyante, ce qui est absolument parfait et qui illustre parfaitement ce à quoi sert la laïcité. Comment faites-vous et que pouvez-vous faire au sein de votre parti pour faire entendre cette voix dont on a le sentiment depuis quelques années, après une grande période où une droite républicaine forte, une droite laïque forte était présente, qu'elle est en train de s'affaiblir et de se perdre devant des points de vue extrêmement religieux et, comme le dit mon ami Patrick Kessel, souvent catholiques, apostoliques et romains. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, j'ai la chance de présider une région. Donc, quand on préside une région, on fait la ligne politique que l'on souhaite. C'est au moins l'intérêt. Mais je reconnais que c'est pas facile. Et il faut en permanence rappeler un certain nombre de sujets et en permanence faire des rappels à l'ordre. Je vous ai dit que je n'étais pas majoritaire dans ma famille politique. Je pense que sur ce point, je ne suis pas majoritaire, c'est clair. Et malgré, mais je n'ai pas l'impression aussi que le gouvernement actuel, vous poserez la question à la porte-parole de la LRM, mais je n'ai pas l'impression que le gouvernement actuel soit clair non plus. Moi, je me méfie énormément d'une logique communautariste qui consiste à prendre chacun en se disant chacun est typé. Voilà, il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas, ceux qui croient à telle religion, etc. Et on va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre avec les mots qu'ils aiment. Et ça, c'est pour moi, ce serait la pire des choses, parce que cette logique communautariste, je l'ai dit d'ailleurs à mes, enfin, je n'arrête pas de plaider ça. Je dis que si on segmente la société, on va la cliver. Pensez à ces mots de Gérard Collomb. Pour moi, c'est un testament qu'il a fait quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. Alors, c'était pas à ça qu'il l'appliquait. Il appliquait ça à la ségrégation urbaine. Mais c'est pareil. Il a dit, nous vivons côte à côte, espérons qu'un jour nous ne vivrons pas face à face. Voilà, c'est tout le sujet. Donc, et ça s'applique aussi aux religions, ça s'applique aussi aux gens qui croient et qui ne croient pas. Il faut qu'on arrête la segmentation politique du discours, et avec des discours qui vont aux catholiques, des discours qui vont aux musulmans, des discours qui vont aux juifs, des discours qui vont aux francs-maçons, des discours qui vont aux laïcs. C'est juste plus acceptable. Il faut qu'on retrouve cette envie d'être français. Et la France, c'est des valeurs, c'est un certain nombre, c'est une fierté, c'est une ambition. Et voilà, on est français et on arrête de se segmenter par catégorie. Et donc moi, j'essaye de porter ce discours-là dans ma famille politique,
avec un succès mitigé, on va dire. Mais par exemple, concrètement, dans mon équipe régionale, j'ai des gens qui sont pour l'extension de la PMA, j'ai des gens qui sont contre, absolument radicalement contre. Voilà. Et ça m'a pas empêché de demander de faire voter et de faire adopter un vœu la semaine dernière pour que la lutte contre l'homophobie soit déclarée grande cause nationale. Voilà. C'est un exercice d'équilibriste, mais disons que je pense que la liberté de penser va avec la liberté de parole. La parole dans la salle, je vois beaucoup de questions. S'il vous plaît, j'insiste, des questions très brèves. On ne refait pas le match, on pose des questions. Donc, monsieur, puis monsieur, puis monsieur. Merci, oui, pardon. Alain Zouvi, d'Égal. Madame, vous avez dit, et c'est très très appréciable, que vous subordonniez les financements aux associations à leur signature par elles d'une charte de la laïcité. J'imagine bien entendu que vous contrôlez périodiquement le respect de cette signature par les dites associations. Comment faites-vous concrètement? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que vous rencontrez au moment des vérifications, vos inspecteurs par exemple, est-ce qu'ils rencontrent des oppositions prises lors d'habitudes de fonctionnement et comment faites-vous pour les surmonter? Alors, la vérité, c'est que nous n'avons pas des moyens d'inspection, enfin, je n'ai pas un corps d'inspection et je peux envoyer dans des associations. En revanche, je fonctionne selon un système de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un m'indique qu'il y aurait violation de la charte de la laïcité dans le cadre du fonctionnement de l'association, dès ce moment-là, je réagis. Je vous donne un exemple. Alors, c'est le livre de Davé et l'homme qui s'appelait Inch'Allah, dans lequel ils expliquaient qu'une association de Seine-Saint-Denis, qui était financée par la région et qui faisait de l'insertion, aurait fait des listes d'entreprises selon les entreprises qui étaient favorables à la pratique religieuse et celles qui ne l'étaient pas. Et donc des entreprises qui acceptent le voile, qui acceptent la prière, qui servent du halal à déjeuner, et celles qui ne le font pas. Bon, évidemment, tout de suite, immédiatement, j'ai suspendu les subventions, j'ai écrit à l'association, je leur ai demandé de me dire si ce fait qui était dénoncé par des journalistes dans un livre était vrai ou pas, et s'ils pouvaient m'expliquer quelles étaient les choses derrière. Et l'association s'est très bien défendue, m'a dit que c'était complètement faux, c'était totalement dépourvu de fondement, mais que effectivement, en Seine-Saint-Denis, les jeunes qui venaient à l'association se refilaient sous le manteau des noms d'entreprises plutôt favorables au port de signes religieux ou à l'expression de croyances religieuses dans l'entreprise. Voilà. Mais c'était du domaine de la culture orale, on va dire. Mais il n'y avait pas de fichage, il n'y avait pas de liste, et tout ça était faux. C'était une fausse rumeur. Mais j'avais eu la rumeur, j'étais donc allé voir. Et ça serait pareil si, par exemple, je vous donne un exemple parce que j'ai été très, très, très choquée d'un article qui est paru dans un journal satirique du mercredi, alimenté par un certain nombre des membres de mon opposition la semaine dernière, où ils expliquaient que je finançais une association anti-avortement. Alors, je tiens à le dire, d'abord je vous ai parlé de mon vote, et puis par ailleurs nous avons multiplié par 2 les crédits pour les centres IVG depuis que je suis arrivée, et nous venons de donner le grand prix des L de France, c'est-à-dire des femmes remarquables de l'année, à Gada Hatem, qui dirige la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, et à laquelle nous allons financer l'extension. Donc sur ce sujet-là, moi, ma position est très claire, je suis pour le libre choix des femmes. Et qui dit libre choix, ça veut dire le choix de garder ou de ne pas garder son enfant. Et donc, voilà, et ce libre choix, pour moi, est non négociable. Mais je finance, c'est intéressant, je finance une association qui effectivement organise des colocations solidaires pour recueillir des filles enceintes à la rue, chassées de leur famille parce qu'elles sont enceintes. Et malheureusement, ces choses-là arrivent encore en France aujourd'hui. Donc vous avez des gamines de 19 ou 20 ans qui décident de garder leur bébé, qui sont chassées par leur famille. Voilà. Et donc, il y a des colocations solidaires qui sont financées. Alors, ce qui m'amuse, c'est que ces colocations solidaires sont financées par l'État, par la mairie de Paris et par moi. Mais quand c'est moi, c'est mal.
c'est les cathos réac qui ont pris le pouvoir et qui financent une association anti-avortement. Pardon, excusez-moi, délit de faciès. Bon. Donc j'étais furieuse de cet article, mais sachez que je vérifie toujours, parce qu'évidemment une association qui fait une colocation solidaire pour des jeunes filles enceintes pourrait aussi en profiter pour faire du prosélytisme. Donc nous sommes allés voir dans l'association et pas du tout. Alors effectivement, je ne dis pas que les sages-femmes qui ont créé l'association pour recueillir les jeunes filles ne sont pas catholiques. Si, elles sont catholiques au départ. Elles font ça en lien avec une congrégation religieuse des frères salésiens qui a eux-mêmes apporté les locaux. Mais dans le cadre de la colocation, il n'y a absolument aucun prosélytisme. C'est juste un recueil de femmes en détresse. Alors j'ai dit à mon opposition, écoutez, à ce moment-là, fermez les hôpitaux tenus par des religieuses, fermez les maisons de retraite tenues par des religieuses, fermez les écoles aussi sous contrat, catholiques sous contrat, enfin fermez tout. Interdisez aux catholiques de faire quoi que ce soit de bien, et puis dites-leur tout de suite qu'ils n'ont pas le droit de le faire, quoi. Mais moi je pense que la frontière, c'est le prosélytisme. C'est-à-dire que si vous faites le bien, vous devez le faire dans le respect de la loi. C'est-à-dire évidemment pas aller chercher des filles en leur disant faut pas avorter, c'est mal. Et puis pas de prosélytisme, respect de la loi et en même temps contrôle. Voilà. Merci, monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Raphaël Desclos, je suis étudiant en master de droit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai que la laïcité permet d'être considéré comme citoyen, indépendamment de son appartenance, quelle qu'elle soit, philosophique, religieuse également. Sans délit de faciès aucun. Vous nous avez parlé du fait que vous étiez une femme libre, et que vous ne parliez pas en tant que membre de votre parti, et également que vous vouliez parler de transparence comme priorité. On peut aussi parler de cohérence, et ma question, il y a ce que vous nous dites aujourd'hui qui est très bien sur justement la vigilance et la défense des principes républicains vis-à-vis de certains mouvements, mais je pense que c'est bien de vouloir être exigeant, il faut aussi l'être dans l'égalité. C'est ce que veut la laïcité, traiter tout le monde à égalité également. Et il y a donc aussi ce que vous faites, et j'ai du mal aussi à comprendre ce que vous dites en disant je défends la laïcité, et en même temps vous affichez à certains moments avec des mouvements d'une certaine droite qui a toujours menacé la laïcité dans ce pays. Par exemple, la Manif pour tous ou des émanations politiques qui aujourd'hui sont dans votre parti comme Sens commun. Et même si vous avez renvoyé certains des membres qui ont tenu un discours qui était problématique, Sens commun fait aujourd'hui partie de la droite qui se veut républicaine. Le problème, et c'est ma question, c'est est-ce que vous ne considérez pas que vous avez aussi une responsabilité à avoir légitimé ce discours qui phagocyte la droite républicaine et la transforme peut-être progressivement en droite catholique à l'américaine. Caroline Forest parlait dans son dernier livre, Le génie de la laïcité, justement du fait que la laïcité n'était pas un glaive mais un bouclier. On peut considérer que faire entrer ce genre de mouvement dans des partis politiques républicains fait que ce bouclier est peut-être percé. Et est-ce que vous considérez ou non avoir une responsabilité dans cela ? Non, moi j'ai été contre le mariage pour tous. J'ai été contre le mariage pour tous parce que je pensais que de toutes les façons il y avait une vraie cohérence. Enfin, moi j'étais pour l'union civile. Je pensais que j'ai défendu l'union civile, mais j'ai jamais fait partie de la Manif pour tous, jamais. Voilà. Alors mélanger les deux, c'est une escroquerie intellectuelle, pardon de le dire. Il y a eu, la majorité des Français, à un moment, ont été contre le mariage pour tous. À un moment, aujourd'hui, ils le sont sans doute plus, mais ils l'ont été. Et cette majorité de Français n'était pas membre de la Manif pour tous, c'est faux. Donc, pardon. Et excusez-moi de vous dire qu'on est en démocratie, qu'on a le droit d'avoir des croyances. Moi, je pensais qu'il fallait faire l'union civile, parce que je pensais qu'il fallait pas crisper la société française sur ce sujet, et parce que je savais, parce que j'avais été rapporteur de la mission famille à l'Assemblée nationale, que on ne pouvait pas scinder mariage et filiation. Et que donc, voter le mariage, c'était aussi, non seulement voter l'adoption, mais c'était aussi à un moment donné donner un droit à l'enfant biologique, parce que ça va ensemble. Voilà. Et que le débat aujourd'hui qu'on a sur l'extension de la PMA et que demain on aura sans doute pour la gestation pour autrui, sont des débats qui sont légitimes à partir du moment où on parle de couples mariés qui veulent avoir des enfants biologiques. Donc moi, j'étais cohérente avec moi-même à partir du moment où, par exemple, sur la gestation pour autrui, je considère qu'il y a un vrai risque de marchandisation du corps de la femme, que je suis féministe et que je savais qu'on allait y arriver parce que c'était naturel. À partir du moment où on marie un couple, c'était pas contre l'amour de deux personnes de même sexe, c'était contre toutes les conséquences que ce vote du mariage des couples de même sexe aurait indubitablement et nécessairement, parce que c'est logique, sur la question de la filiation.
je sais que je ne me suis pas trompée et je suis persuadée que ce sera le cas. Maintenant, d'autres pensaient l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'il fallait non seulement marier, mais aller jusqu'au bout de la question de la filiation pour une logique d'égalité de droit entre les personnes. Je veux dire, chacun a le droit. Et vous savez, il y a quelque chose dans la vie qui est très précieux et qui malheureusement n'est pas donné dans tous les pays. C'est la liberté de penser. J'ai le droit de pas être d'accord avec vous, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais ça ne veut pas dire que, en faisant ça, j'adhère à des mouvements qui feraient de la religion leur loi. Vous voyez, je ne suis pas comme ça. J'ai été dialoguer avec la Manif pour tous à un moment. Je leur ai dit leurs faits. Je leur ai dit que pour moi, je n'adhérais pas à toutes leurs revendications. Ils le savent. Et voilà. Bon. Alors, dire que c'est dangereux d'avoir dans la droite française des mouvements qui mettre la religion avant la loi de la République, oui, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est le cas de Sens commun? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Je pense que Sens commun, ils veulent... c'est plus... on va dire c'est plus compliqué que ça. Il y a... Sens commun, c'est quelque chose de plus large. C'est un mouvement conservateur et libéral. C'est pas ma sensibilité, mais ça a toujours été une sensibilité à droite. Ça a toujours été une sensibilité à droite, qui était minoritaire. Je n'aimerais pas qu'elle devienne majoritaire. Je n'aimerais pas qu'elle fasse la ligne de mon parti.
Kessel.